Je ne pense pas que nous puissions jamais vivre en paix avec ma famille si la vérité n'est pas révélée. Par un mardi soir tranquille à Montecito, le quartier est paisible. Les riches et célèbres sont blottis dans leur demeure. Mais dans une maison en particulier, quelque chose de terrifiant se produit. Le prince Harry est retrouvé inconscient sur le sol de sa salle de bain. Son équipe de sécurité appelle les secours, qui arrivent rapidement sur les lieux. Mais le plus choquant, c'est que son épouse, Meghan Markle, est introuvable. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et comment un prince a-t-il pu se retrouver dans une situation aussi dangereuse? Restez connectés, car cette histoire va changer à jamais votre vision de la famille Sussex. Cette nuit-là, tout a basculé. L'appel d'urgence est arrivé à 23h47. Une voix affolée signalait la présence d'un homme inconscient dans une luxueuse propriété de Montecito. Ce que le Central ignorait, c'est qu'il s'agissait du prince Harry, et que la situation était bien pire qu'on ne l'imaginait. David Langdown, le garde du corps de longue date de Harry, effectuait son contrôle de sécurité de routine lorsqu'il découvrit quelque chose qui allait le hanter à jamais. L'ancien agent de Scotland Yard, qui avait protégé Harry pendant plus de 10 ans, a découvert le prince effondré dans sa salle de bain principale, Harry respirant à peine. Langdown a immédiatement appelé le 911, mais des sources proches du dossier révèlent qu'il a également passé un autre appel. Il a contacté la ligne d'urgence du palais, un numéro réservé aux crises royales les plus graves. En quelques minutes, les téléphones sonnaient à Londres et la machine royale de gestion des dégâts était déjà en marche. Les ambulanciers arrivés sur place auraient trouvé des preuves qu'il ne s'agissait pas d'une simple urgence médicale. Selon des sources internes, il y avait des signes évidents de toxicomanie. Des bouteilles vides, des résidus de poudre blanche et du matériel de consommation de drogue étaient éparpillés dans la salle de bain. Harry a dû être soigné en urgence, ne serait-ce que pour stabiliser ses signes vitaux avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, Meghan Markle a été photographiée dans la maison exclusive de Soho, riant et discutant avec ses amis. On l'a vue siroter des cocktails et poser pour des photos, complètement inconsciente. Du moins semblait-il que son mari luttait pour sa vie à quelques kilomètres de là. Dès que l'ambulance de Harry a quitté le domaine, un événement étrange s'est produit. Les médias habituels, qui se précipitent habituellement sur toute urgence royale, sont restés totalement silencieux. Aucun paparazzi ne s'est présenté. Popopa s'est présenté, bosse à l'hôpital. Aucun journaliste n'a sollicité de commentaires. C'était comme si l'incident avait été entièrement effacé de la réalité. Ce n'était pas un accident. Des sources proches du palais ont révélé que quelques heures après l'hospitalisation de Harry, une équipe de gestionnaires de crise, d'avocats et de spécialistes des médias avait été déployée depuis Londres. Leur mission était de s'assurer que cette histoire ne voit jamais le jour. Le roi Charles fut personnellement informé de l'état de santé de son fils, mais au lieu de se précipiter pour soutenir Harry, le palais s'attacha à contenir la situation. Il contacta les principaux médias pour leur rappeler leurs engagements concernant la confidentialité royale. Il contacta également le personnel hospitalier et s'assura de la signature d'accords de confidentialité stricts. Ils avaient même surveillé les réseaux sociaux pour repérer toute mention d'ambulance ou de service d'urgence dans la région de Montecito. À vrai dire, ce n'était pas la première fois qu'ils devaient réparer les dégâts causés par Harry. Pendant des années, la famille royale avait discrètement géré les problèmes de toxicomanie de Harry. De son adolescence mouvementée à son service militaire, les incidents s'étaient succédés, exigeant une gestion rigoureuse. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la vie d'Harry était bel et bien en danger. Le Dre Sarah Mitchell, spécialiste en toxicomanie ayant traité plusieurs clients prestigieux, explique que ce qu'a vécu Harry ressemble à une overdose classique. La combinaison alcool-drogue peut provoquer une dépression respiratoire, où le corps cesse tout simplement de respirer. Sans intervention médicale immédiate, la mort peut survenir en quelques minutes. Mais pour comprendre comment Harry a fini par se battre pour sa vie, il faut remonter aux origines. Un cycle de la destruction. Ces luttes contre les substances toxiques avaient débuté des décennies plus tôt, sous le nez de la famille royale. Dès 2002, alors qu'Harry n'avait que 17 ans, des rumeurs circulaient sur ses expérimentations avec la drogue. Le personnel du palais rapportait avoir trouvé de la marijuana dans sa chambre à Highgrove House. Au lieu de s'attaquer directement au problème, le prince Charles aurait fait appel à des thérapeutes privés et tenté de tout gérer en interne. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Les amis de Harry de l'époque décrivent un jeune homme qui luttait visiblement contre la perte de sa mère.
mais qui n'avait aucune solution saine pour y faire face. Il disparaissait pendant des jours, apparaissant au fait complètement incontrôlable. Il aurait un jour sniffé de la vodka par le nez lors d'une réunion privée. Une pratique dangereuse qui aurait pu le tuer sur le coup. Les années militaires étaient censées être le salut de Harry, mais elles n'ont fait que masquer le problème. Durant son service militaire, Harry aurait continué à consommer de la drogue, mais elle était soigneusement contrôlée par les fonctionnaires du palais. Des sources affirment que chaque fois que des tests de dépistage de drogue étaient programmés, Harry était mystérieusement envoyé en exercice ou en mission à l'étranger. Les rares fois où il ne pouvait éviter les tests, les résultats étaient soit cachés, soit les échantillons étaient compromis. Un incident particulièrement choquant s'est produit en 2008 lors de son déploiement en Afghanistan. Selon certaines sources, Harry aurait été retrouvé inconscient dans sa caserne après avoir consommé de l'alcool et des analgésiques sur ordonnance. Le rapport officiel faisait état d'une intoxication alimentaire. Mais les médecins présents sur place racontent une version différente. Ils décrivent avoir trouvé Harry dans un état compatible avec une overdose, nécessitant une intervention médicale immédiate. Les tristement célèbres photos de billard dénudés de 2012 ont révélé le style de vie festif d'Harry, mais n'ont pas révélé l'ampleur de sa toxicomanie. Les personnes présentes ce week-end décrivent un homme consommant des quantités dangereuses d'alcool et de drogue. Il aurait perdu connaissance à plusieurs reprises et aurait dû être réanimé par le personnel de l'hôtel. Le plus inquiétant est qu'au lieu de faire appel à des professionnels pour Harry, le palais s'est concentré sur la gestion du récit médiatique. Ils ont présenté l'histoire comme celle d'un jeune prince se défoulant, la présentant comme un divertissement inoffensif plutôt que comme l'appel à l'aide qu'elle était en réalité. Meghan Markle entre en scène. Emma Hutchinson. Lorsque Meghan est entrée dans la vie d'Harry en 2016, beaucoup espéraient qu'elle serait une influence stabilisatrice. Elle se présentait comme une personne soucieuse de sa santé, axée sur le bien-être et la défense de la santé mentale. Mais selon des sources proches du couple, la réalité était bien différente. Au lieu d'aider Harry à surmonter ses addictions, Meghan aurait contribué au problème. Ceux qui l'ont connue avant sa royauté l'ont décrite comme une habituée des drogues récréatives. Lors de son premier mariage en Jamaïque, les invités ont rapporté qu'elle roulait elle-même des joints et les incluait dans des sacs cadeaux, exposant ainsi les voyageurs internationaux à de graves ennuis judiciaires. La mère de Meghan, Doria, avait également des liens avec la scène underground californienne. Bien que ces liens n'aient jamais été pleinement étudiés, ils ont soulevé des questions quant à l'origine des approvisionnements de Harry. Certains initiés suggèrent que les liens familiaux de Meghan ont facilité l'accès de Harry à des substances dangereuses. Mais l'allégation la plus troublante est que Meghan aurait utilisé la dépendance de Harry pour le contrôler. Les spécialistes des addictions expliquent qu'une personne dépendante à des substances devient extrêmement vulnérable à la manipulation. Celui qui contrôle son accès aux drogues contrôle pratiquement toute sa vie. Plusieurs sources proches de la famille Sussex suggèrent que Meghan a utilisé cette dynamique pour maintenir Harry isolé de sa famille et totalement dépendant d'elle. Cela expliquerait pourquoi la toxicomanie de Harry a semblé s'aggraver après leur mariage. Au lieu de s'améliorer, au lieu de soutenir son rétablissement, Meghan aurait favorisé son comportement destructeur, tout en se présentant comme victime de racisme royal et de harcèlement médiatique. Le déménagement en Californie était censé marquer un nouveau départ pour Harry et Meghan. Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram dédiée à la famille royale du Sussex, le prince Harry vient d'aborder publiquement la décision de son épouse Meghan et lui de quitter leur vie royale. Ils ont parlé de santé mentale, de guérison et de la construction d'une vie meilleure pour leurs enfants. Mais derrière cette image publique soigneusement travaillée, les choses se dégradaient. La toxicomanie d'Harry s'est aggravée de façon spectaculaire après son départ de la famille royale. Sans la gestion et la protection attentive du palais, son comportement est devenu de plus en plus erratique. Des voisins de Montecito ont rapporté avoir vu des véhicules d'urgence au domicile des Sussex à plusieurs reprises, bien que ces incidents n'aient jamais été rapportés dans les médias. La nuit où Harry a été retrouvé inconscient marquait l'aboutissement de mois de comportements dangereux. Des sources décrivent un homme qui consommait de l'alcool du matin au soir, mélangeant médicaments sur ordonnance et substances illicites, et présentant des signes évidents de dépression nerveuse. Ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est qu'Harry avait demandé de l'aide. Ces derniers mois, il aurait contacté de vieux amis et même des membres de sa famille, exprimant son désir de se sévrer. Il a parlé de son sentiment d'être pris au piège,
de son désir d'être un meilleur père pour ses enfants et de la nostalgie de son ancienne vie. Mais chaque fois qu'il tentait de se rétablir, quelque chose perturbait ses progrès. Certaines personnes proches du dossier pensent que Megan sabotait les tentatives de guérison d'Harry. Elles décrivent des incidents où elle introduisait de l'alcool ou des drogues au moment même où Harry essayait de rester sobre, ou où elle créait des situations dramatiques qui déclenchaient sa consommation de substances. Ce qui s'est passé à l'hôpital cette nuit-là a révélé à quel point Harry avait failli tout perdre. Ce séjour à l'hôpital a tout changé. Lorsque Harry a été transporté d'urgence aux urgences cette nuit d'octobre, les médecins ont découvert que son organisme était inondé d'une dangereuse combinaison de substances. Selon des sources médicales, il avait consommé de l'alcool, de la cocaïne, des analgésiques sur ordonnance et peut-être d'autres drogues. Son taux d'alcoolémie était près de 3 fois supérieur à la limite légale et son rythme cardiaque était dangereusement bas. L'équipe médicale a travaillé pendant des heures pour le stabiliser. Ils ont dû recourir à des médicaments d'urgence pour contrer les interactions médicamenteuses et prévenir la défaillance des organes. Pendant plusieurs heures, on s'est demandé si Harry survivrait à la nuit. Durant cette lutte acharnée, Megan est restée dans son club privé, publiant des photos sur les réseaux sociaux et faisant comme si de rien n'était. Elle n'est arrivée à l'hôpital que près de 6 heures après l'admission d'Harry. Et lorsqu'elle s'est présentée, les témoins ont décrit son comportement comme froid et calculateur plutôt qu'inquiet. La réaction du palais a été rapide et brutale. Quelques heures après l'hospitalisation d'Harry, une équipe d'avocats royaux et de spécialistes des relations publiques s'est rendue en Californie. Ils ont immédiatement commencé à limiter les dégâts, s'assurant que le personnel hospitalier signe des accords de confidentialité stricts et que tout témoin potentiel soit contacté et averti de ne pas parler aux médias. Le roi Charles était apparemment furieux, non seulement de l'état de santé de Harry, mais aussi du scandale potentiel. La famille royale avait passé des années à protéger Harry des conséquences de ses actes, et maintenant son comportement menaçait de détruire la réputation de la monarchie. Harry passe 3 jours à l'hôpital, officiellement soigné pour épuisement et déshydratation. La réalité était bien plus grave. Il souffrait de lésions organiques mineures dues à l'overdose et nécessitait une surveillance médicale intensive pour assurer son rétablissement. Durant son séjour à l'hôpital, Harry aurait eu des moments de lucidité où il a réalisé à quel point il avait frôlé la mort. Il a parlé de son désir de changer de vie, de se sevrer, d'être un meilleur père. Mais ces moments ont été brefs et l'addiction a rapidement repris le dessus. Le comportement de Meghan durant cette période était particulièrement troublant. Au lieu de rester aux côtés de Harry, on la voyait participer à de multiples événements mondains, réseauter avec des partenaires commerciaux potentiels et soigner son image publique. Elle donnait des interviews sur la sensibilisation à la santé mentale alors que son mari luttait littéralement pour sa vie. La révélation la plus choquante est venue d'Harry lui-même. Lors d'un de ses moments de lucidité à l'hôpital, il aurait avoué à une infirmière qu'il avait l'impression d'être empoisonné. Il a dit ne pas comprendre pourquoi il se sentait si mal en permanence, pourquoi il n'arrivait pas à penser clairement, pourquoi il avait l'impression de perdre la raison. L'infirmière, tenue au secret médical, ne pouvait rapporter les propos d'Harry, mais les implications étaient terrifiantes. La toxicomanie d'Harry était-elle entièrement auto-infligée? Ou quelqu'un d'autre était-il impliqué? La question hantait le personnel médical qui le soignait et continue d'être évoquée dans les cercles royaux. Le retour à la maison et le déclin continuent. À sa sortie de l'hôpital, Harry a retrouvé une maison soigneusement nettoyée et désinfectée. Toute trace de consommation de drogue avait été effacée et la maison ressemblait à une résidence familiale normale. Mais les problèmes qui avaient failli le tuer étaient toujours là, simplement mieux cachés. Meghan commença immédiatement à contrôler l'accès d'Harry aux informations et aux personnes. Elle limita ses contacts avec ses amis et sa famille, surveilla ses appels téléphoniques et s'assura qu'il ne se retrouve jamais seul avec quelqu'un qui pourrait l'encourager à demander de l'aide. Elle présenta cela comme un comportement protecteur, mais les spécialistes des addictions y virent des tactiques classiques de contrôle et de facilitation. Le silence du palais devint assourdissant. Malgré l'expérience de mort imminente d'Harry, la famille royale ne fit aucune déclaration publique sur son état ou son rétablissement. Il n'y eut aucune visite de la famille, aucune expression d'inquiétude, aucune proposition de soutien. Le message était clair. Harry était livré à lui-même. Cet abandon a peut-être été le coup fatal pour la relation d'Harry avec sa famille. Il s'était toujours senti comme un étranger, mais il l'était désormais vraiment. Sa toxicomanie était devenue trop dangereuse et trop publique pour que le palais puisse la gérer.
Ils l'ont donc tout simplement coupé des chemins. Malgré tout ce chaos, une personne est restée constante dans la vie d'Harry, son garde du corps. David Langdown, l'ancien agent de Scotland Yard, avait vu Harry sous son meilleur jour comme sous son pire jour. L'avait protégé des menaces extérieures et se retrouvait maintenant à tenter de le protéger de lui-même. Langdown avait accompagné Harry pendant plus de 15 ans, de son adolescence mouvementée à sa vie conjugale, en passant par son service militaire. Il avait discrètement réparé d'innombrables erreurs, évité de nombreux scandales et toujours fait preuve de discrétion professionnelle. Mais retrouver Harry inconscient cette nuit-là l'avait profondément bouleversé. Des sources proches de Langdown décrivent un homme profondément tiraillé entre sa loyauté envers Harry et son devoir de le protéger. Il avait vu l'état de santé de Harry se détériorer pendant des mois, en avait perçu les signes avant-coureurs et lui avait même discrètement suggéré de consulter un professionnel. Mais son rôle de garde du corps l'empêchait d'imposer sa décision. La nuit où il trouva Harry inconscient, raconta plus tard Langdown à ses amis, fut le pire moment de sa carrière. Il avait combattu, affronté des terroristes abattus, géré des situations potentiellement mortelles à maintes reprises. Mais rien ne l'avait préparé à la possibilité que l'homme qu'il avait juré de protéger puisse mourir de ses propres mains. La réactivité et l'intervention immédiate de Langdown ont sauvé la vie de Harry. Ses connaissances en premiers secours, son calme sous la pression et sa capacité à coordonner les secours sont permis à Harry de recevoir des secours quelques minutes après avoir été retrouvé. Sans l'intervention de Langdown, Harry serait probablement mort cette nuit-là. Mais malgré le dévouement de son garde du corps, les problèmes de Harry étaient loin d'être terminés. Dans les mois qui ont suivi son hospitalisation, son état aurait continué à se détériorer. Malgré cette expérience de mort imminente, il n'a pas réussi à surmonter ses addictions. Des sources décrivent un homme de plus en plus paranoïaque, isolé et dépendant de substances pour fonctionner. L'emprise de Meghan sur Harry. Harry n'a fait que s'intensifier. Elle aurait recruté du personnel de sécurité supplémentaire, non pas pour protéger Harry des menaces extérieures, mais pour surveiller son comportement et l'empêcher de demander de l'aide. Elle contrôle ses médicaments, son accès à l'argent et ses contacts avec le monde extérieur. Les apparitions publiques du couple se font de plus en plus rares, et lorsqu'ils apparaissent ensemble, Harry a souvent l'air malade. Son poids a beaucoup fluctué. Il a parfois des difficultés d'élocution et il semble confus ou désorienté. Ces signes sont compatibles avec une toxicomanie persistante et une possible utilisation abusive de médicaments. La réponse de la famille royale à la crise de santé d'Harry a été particulièrement froide et calculée. Malgré son expérience de mort imminente, le roi Charles, le prince William ou tout autre membre de la famille n'ont exprimé publiquement aucune inquiétude. La position officielle du palais semble être que Harry n'est plus sous sa responsabilité. Cet abandon est particulièrement frappant compte tenu de la tradition de la famille royale de protéger Harry des conséquences. Pendant des décennies, elle a dissimulé ses erreurs, géré ses scandales et protégé sa réputation. Mais sa toxicomanie et le risque d'exposition publique ont apparemment dépassé les bornes qu'ils ne sont pas prêts à franchir. Des sources proches du palais suggèrent que la famille royale considère Harry comme un fardeau qu'elle ne peut plus se permettre. Son comportement imprévisible, son potentiel de crise publique et son association avec Meghan le rendent trop dangereux pour qu'on puisse le soutenir. Ils auraient apparemment décidé qu'il valait mieux le couper complètement plutôt que de risquer de nuire davantage à la monarchie. Cette décision aurait dévasté Harry. Quoi? Malgré son comportement rebelle, a toujours recherché l'approbation et l'amour de sa famille. Prendre conscience qu'ils l'ont véritablement abandonné n'a fait qu'aggraver sa spirale vers la dépendance et le désespoir. L'un des aspects les plus troublants de la situation d'Harry réside dans la complicité des médias pour la dissimuler. Malgré de nombreux incidents, des séjours à l'hôpital et des signes évidents de toxicomanie, la presse est restée largement muette sur l'état réel de Harry. Ce silence est particulièrement frappant compte tenu de l'appétit habituel des médias pour les scandales royaux. Les mêmes médias qui décortiquent chaque détail de la vie royale ont en quelque sorte manqué ou ignoré l'une des crises sanitaires les plus graves de l'histoire royale récente. Ce blackout médiatique a eu de graves conséquences. Sans surveillance publique, l'état de santé de Harry a pu se détériorer sans intervention. Les personnes qui auraient pu l'aider ignorent l'ampleur de ses problèmes, et la pression publique qui aurait pu l'obliger à agir a été absente. L'histoire du prince Harry est loin d'être terminée, mais son évolution est profondément troublante.
d'un membre de la famille royale adoré à un homme luttant pour sa survie contre la dépendance. Son parcours nous montre l'impact dévastateur d'un traumatisme non traité et l'importance de véritables réseaux de soutien. La question qui se pose est de savoir si quelqu'un interviendra pour aider Harry avant qu'il ne soit trop tard, ou si nous assisterons à la lente destruction d'un prince qui n'a jamais reçu l'aide dont il avait désespérément besoin. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.